Matthew, Yes. Hi. can you please start? Greetings, everyone. This is Matthew Cherian. I'm an committee member of Industrial Pharmacy section. Welcome to this webinar. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est en fait Approval of drugs. les processus accélérés pour l'approbation des drogues dans les pays en voie de développement. This became very clear during the COVID situation. Donc, les panélistes d'aujourd'hui, He's VP at United States Pharmacopoeia. He's going et on expedited pathway. donc notre premier interlocuteur va nous présenter donc ces processus accélérés. Today's moderators are Maria Manzeri. She's Donc, Maria Manzeri est une chercheuse en pharmacovigilance ex-co-member of the Industrial et qui est une associée membre de l'EXCO, la prochaine personne, donc un co-modérateur, donc un consultant aux États-Unis. slide. Okay, I have a few announcements to make. Donc, j'ai quelques annonces à faire. Donc, ce webinaire est enregistré et disponible en live stream via YouTube. This recording will be Donc, cet enregistrement sera disponible sur notre site web, that is FIP.org. donc sur fip.org. Ce sera disponible pendant une année après le webinaire aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous verrez donc en bas de l'écran la partie questions, si vous avez des questions. Et à la fin de la présentation, je vais lire les questions aux panélistes et ils y répondront. Welcome to provide feedback. Et vous êtes bienvenus, on encourage à nous faire un retour sur notre site web A member of et on vous invite également à devenir membre du FIP, donc faire partie de l'organisation FIP. Pharmaceutical Society and others. Next slide, please. We would like to thank Nous aimerons remercier en fait US Pharmacopoeia pour leur soutien à cet événement en ligne. La présentation de Jude est vraiment très, très, très appréciée et nous apprécions tout le temps que vous consacrez. Merci US Pharmacopoeia et merci à Jude. Okay, so I would like to Maintenant, je vais Jude. brièvement présenter Jude. Jude has over 20 years experience in Il a plus de 20 ans d'expérience. Il a été le vice-président de PA avant de devenir d'arriver chez US Pharmacopoeia. I'm going to turn this over to Jude for the presentation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Jude pour la présentation. All right, thank you very Très much. bien, merci beaucoup, Mathieu. for joining us Bonjour à today. tous et merci de venir ici aujourd'hui. Vice President and Director Donc, j'ai été vice-président et directeur donc, de Promoting the Quality of Medicine, un programme de USP. is actually Et a en fait, public holiday in the US. aux États-Unis aujourd'hui, c'est Juneteenth, c'est-à-dire un jour férié. Mais vraiment, je suis heureux d'être dans ce panel aujourd'hui et de discuter de ces thèmes avec vous. J'aimerais passer rapidement à la slide suivante. Donc, aujourd'hui, on va en fait discuter les processus accélérés. Donc, ceci commence la question du fait que ces processus sont possibles dans les pays en voie de développement avec une forte confiance dans les pratiques et puis dans les systèmes de surveillance post-autorisation. On se familiarise de plus en plus avec tous ces processus, en particulier avec ce qui nous est arrivé au décours du Covid. Donc, dans la slide suivante, on va commencer à discuter
de l'importance d'un accès juste à temps, donc d'un accès aux produits médicaux nouveaux et les caractéristiques de ces processus accélérés de réglementation, y compris en fait l'émergence des autorisations, enfin les autorisations d'urgence, les pratiques de confiance et les défis par rapport à l'adoption de ces pratiques dans les pays en voie de développement. Et je vais vous donner un exemple de ce qui peut être fait en fait par rapport à la qualité et la sécurité des nouveaux produits. Donc, en fait, on parle vraiment de l'accès et je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit. Dans les pays donc aux revenus moyens, revenus faibles ou moyens, en fait, ces pays manquent de ces outils de réglementation et n'ont pas un accès approprié en termes de temps aux produits médicaux par rapport à des problèmes de santé. Donc, en fait, il s'agit là des besoins de santé insatisfaits. Donc, la pandémie de Covid-19 nous a montré l'importance d'avoir en fait une certaine souplesse dans l'autorisation de nouveaux produits médicaux et de pouvoir les fabriquer rapidement. Et donc, une ERP, c'est-à-dire ces processus accélérés, peuvent aider les pays à accélérer leur accès à ces produits avec en fait un équilibre bénéfice-risque positif. Et donc, des pratiques de forte reliance ou des systèmes de surveillance post-autorisation sont requis pour que ces processus réglementaires accélérés atteignent leurs objectifs qui est d'introduire rapidement une utilisation sûre de ces nouveaux produits médicaux. Donc, on va bientôt maintenant parler de ces accès. C'est clair que l'accès est quelque chose d'important, mais un accès retardé, en particulier à des médicaments qui sauvent des vies, ça fait perdre des vies. Ça veut dire qu'on perd des chances et on perd des vies puisque cet accès est retardé. Donc, cet article par Stewart et al. Nous indique que, en fait, dans ces situations par rapport au cancer, par exemple, eh bien, il y a une perte médiane de 79 920 vies années par rapport aux médecins. Donc, d'avoir un processus standard de revue, si on a un système qui est en place et qui permet ça, ça peut en fait sauver des vies. Donc, ça peut sauver à peu près 80 000 vies années. Donc, une autre manière de regarder ça, c'est à droite. Donc, Vincent Awankei a travaillé à la FAP et il montre qu'en fait, cet accès retardé, ça coûte des millions de vies. Et ici, en fait, ça… Donc, avec le vaccin contre la COVID-19, on a vu en fait un processus d'adoption très, très rapide et accéléré. Et alors que il y a des situations où ça prend plus de 10 à 12 ans avant d'adopter un nouveau médicament. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça peut prendre 10 ans entre la découverte et puis la mise sur le marché jusqu'à ce que ça atteigne les pays, des pays aux faibles revenus. Ça peut prendre environ 20 ans jusqu'à ce que ça soit complètement déployé. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que des millions de morts peuvent être évitées si on pouvait accéder plus rapidement ou faire venir plus rapidement. La question des accès, dans la liste de tout ce qu'on a à prendre en compte, c'est quoi la question de l'accès? Qu'est-ce qui bloque l'accès? Donc, si on retire en fait l'accès, enfin la question des
des finances et qu'on focalise notre attention sur le processus réglementaire, qu'est-ce que les autorités veulent? En fait, les autorités, elles veulent savoir si ce médicament va fournir un bénéfice aux patients qui soit supérieur au risque que ça pose. Et pour répondre à cette question, ils veulent savoir particularly faster et si on peut y répondre plus rapidement par rapport aux situations potentiellement mortelles. Donc, il s'agit aussi, en fait, de se débarrasser des efforts inutiles, des duplications d'efforts. D'abord, on veut répondre à cette question du risque-bénéfice, un ratio qu'il faut déterminer rapidement. Et puis ensuite, on a besoin également de médicaments qui sauvent des vies, à la fois pour des situations de pandémie, mais aussi pour des maladies endémiques. Et en fait, il nous faut pour cela avoir donc une souplesse réglementaire pour pouvoir mettre en œuvre ces initiatives accélérées. Et ceci dans des programmes de santé mondiale, c'est-à-dire par exemple la tuberculose, le paludisme, les vaccins, le Covid-19, etc. Et en fait, the emergence of WHO pre-qualification program and the ability of UN agencies to procure these medicines and donate it to the middle-income countries. So something was used to donc, quelque chose a été utilisé pour faciliter cet accès précoce dans les antirétroviraux, la tuberculose, dans les médicaments anti-palu, des vaccins contre la malaria. Et ensuite, on arrive au Covid-19. En fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que ces initiatives, si elles avaient eu lieu plus tôt, ça aurait permis en fait de faire face aux problèmes de HIV, de tuberculose, etc. Ce n'est pas simplement les programmes. Licensing agreements, right? And then also, because it's a wave that we're seeing now, you are seeing that support for from medicine patent pool didn't start only with the HIV, TB. Donc, par rapport au HIV, right? And now they're using that capability to support COVID-19 therapeutics. Maintenant, il y a en fait une capacité à soutenir les thérapies contre le COVID-19 de la part de Pfizer, de Merck, qui sont des thérapies contre le COVID-19. MPP a permis en fait de faciliter les accords et ceci grâce à des décisions unilatérales de l'industrie. Ils ont facilité en fait les autorisations de licence. Donc pour fournir à peu près 2 douzaines de brevets. Il y a aussi des efforts qui permettent en fait l'accès à des médicaments en oncologie, par exemple. Donc, en fait, tout le monde travaille à faire face à ces défis. Face à 2 situations, en fait, les licences et la capacité à génériquer pour pouvoir opérer d'une manière accélérée et mettre sur le marché et faire parvenir ces médicaments. Donc, je ne vois pas le titre de cette slide, mais en fait, une manière de voir ces choses, c'est en fait de se dire que l'objectif, c'est de faire face et c'est de répondre aux besoins médicaux qui ne sont pas encore satisfaits dans le traitement des problèmes graves de santé. Donc, accélérer le développement et puis l'autorisation et l'accès à des nouveaux produits avec un équilibre bénéfice-risque
Donc, les régulateurs doivent prendre des décisions au moment approprié, souvent sur la base de données incomplètes. Ces régulateurs continuent en fait à revoir les nouvelles données et puis changer dès que nécessaire. Et puis ensuite, on commence à voir que, en fait, en faisant cela, ces processus encouragent en fait des interactions agiles et une communication entre les sponsors et les régulateurs. Sur la manière de comment on peut réussir. Et on voit aussi en fait une combinaison de procédures de revue accélérées avec des systèmes robustes de autorisation, de surveillance post-autorisation. En fait, la charge de la preuve par rapport à démontrer un ratio bénéfice-risque sur les phases de pré à la phase de post-autorisation, en fait, ça déplace la charge de preuve. Donc, avec un processus itératif en termes d'expansion de l'indication et de l'usage, et puis une pharmacovigilance augmentée. Donc, je voulais utiliser en fait cette slide pour vous montrer, sans aller trop dans les détails de tous ces points, donc, on a plusieurs programmes d'approbation des médicaments. Et il y en a plusieurs qui sont listés ici par rapport à des traitements des traitements innovants. Donc, ça peut-être donc regarder les objectifs. Donc, ce que vous voyez en commun, c'est qu'en fait, ils sont tous destinés à vraiment faire face ou répondre à des besoins insatisfaits et doivent apporter vraiment une amélioration très nette, un progrès par rapport aux programmes existants. Donc, ces programmes de réglementation accélérée, je voulais utiliser ici celle-ci. En fait, comparer les États-Unis avec les pays en voie de développement. Donc, en 2015, donc Lawrence Liberty et puis ses collaborateurs ont écrit cet article sur ce qu'ils ont appelé en fait les processus réglementaires facilités dans les pays en voie de développement. Donc, accélérer l'accès aux nouveaux médicaments, statut actuel des processus réglementés, facilités, utilisés par les autorités réglementaires des pays émergents. Donc, toujours autour de la question du ratio bénéfice-risque. Donc, si vous regardez à gauche, vous allez voir. Non, Est-ce qu'on peut revenir sur la slide d'avant? Ce qu'on voit en fait ici, c'est qu'ils ont fait une revue. Donc, Lawrence Liberty et ses collègues ont revu en fait les FRP, c'est-à-dire ces processus réglementaires facilités dans différents pays. Et en faisant cela, ils ont défini 27 caractéristiques et ils les ont regroupées sous 5. Donc, ils ont résumé ce qui inclut en fait l'assistance réglementaire. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, en fait, l'assistance de l'agence, de quelle manière est-ce que ça aide à faciliter? Et je voulais aussi vous montrer Agency Assistance et puis ensuite des activités post-autorisation et ensuite le désengagement, le recul. Donc, je voulais vous montrer que cette procédure
avoir des procédures claires, ça donne un score très élevé. Donc, tout à droite de ce tableau. Donc, ça vous donne le nombre de FRP donc, qui décrivent les classifications d'évaluation les plus fréquemment observées en termes de pourcentage. 87% de ces 27 remplissent. Donc, ces pays-là ont tous des FRP en place. Et un autre indicateur que je voulais vous montrer, c'est est-ce que le produit qui a donc subi une revue via une FRP, est-ce que ce produit a besoin d'une réautorisation périodique? Et donc, et de savoir quels sont les plans de management nécessaires. Donc, ce que l'on veut dire, c'est que d'avoir un système robuste post-approbation, post-autorisation, c'est quelque chose qui est déjà reconnu. Bon, souvent aussi, en fait, et donc les autorisations d'urgence, les EUA, donc je dirais que oui, il y a une utilisation de ces EUA, c'est-à-dire autorisation d'urgence. Vous voyez ici les éléments donc, aux États-Unis, c'est un mécanisme qui est utilisé pour faciliter la disponibilité et l'utilisation de contre-mesures médicales, y compris les vaccins, au cours d'urgences de santé publique telles que la pandémie en cours. Oui. Donc, pour savoir que ces produits sont nécessaires, et puis l'OMS a ce qu'on appelle l'EUL, Emergency Listing, Use Listing, qui est une procédure basée sur une approche qui tient en compte le risque pour l'évaluation et l'autorisation de médicaments n'ayant pas reçu de licence de traitement et de diagnostic in vitro, avec l'objectif final d'expédier la disponibilité, en fait, d'accélérer la disponibilité de ces produits. Next slide, please. Yes. So this slide. Donc voilà, ici on essaie de voir les différences entre les autorisations d'urgence. En fait, on utilise une combinaison d'indicateurs pour pouvoir vraiment indiquer que la décision bénéfice-risque donc de procédure accélérée, en fait, cette décision, elle passe par plusieurs itérations aux mesures qu'on avance. Donc, à partir du moment où on rentre dans ce cycle itératif, en fait, on va arriver à une approbation standard. Donc, la EUA, l'autorisation d'urgence, de la EUA à l'approbation standard, il y a plusieurs étapes. Et les changements que l'on recherche, et en fait, avant une commercialisation à pleine échelle ou à grande échelle, il faut remplir plusieurs étapes, plusieurs exigences. Commercialization and scale up doesn't happen until the regulatory approval is obtained. En fait, la commercialisation à grande échelle ne se passe pas avant qu'on ait obtenu cette approbation standard. And some of these data are required for up to 2 years, right? So ça peut prendre jusqu'à 2 ans. But progressively, as more of the stability data is obtained. Et au fur et à mesure qu'on avance, en fait, il peut y avoir des différents niveaux d'évaluation, comme par exemple l'inspection à distance ou l'inspection sur site. Et donc, à partir du moment où il y avait une difficulté à voyager, eh bien, il fallait faire confiance au système en place. Et les variations par rapport à la post-autorisation, c'est qu'il y a des variations dans la fabrication et les conditions de stockage.
Et après, avant d'arriver à l'approbation standard, donc passer dans la colonne de droite, il faut que les demandes de variation soient standardisées. Donc, transitionner d'une autorisation d'urgence à une approbation totale, ça prend plusieurs éléments. D'abord, une revue. Donc, le cas pour les dispositifs médicaux. On the quality of the manufacturing, the EUA, under EUA, review of the manufacturer's quality. Donc, l'autorisation d'urgence consiste en une revue des systèmes, des documents de gestion de la qualité de chez le fabricant et ensuite des documents de fabrication spécifiques et une revue complète de réglementation. C'est en fait un conduit, on met en place un audit de la conformité documentaire. Il y a différentes manières de s'assurer que cette transition est fluide. Donc, il suffit de dire que, en fait, ce processus de transition de l'autorisation d'urgence à une autorisation complète prend plusieurs itérations, prend plusieurs étapes. Donc ici, je voulais en fait commencer à discuter la question de la reliance ou reliance, c'est-à-dire la confiance, qui signifie en fait d'abord que c'est un facteur qui encourage à être comptable, en fait, ça donne un poids assez significatif aux évaluations qui sont effectuées par un autre régulateur ou par une institution de confiance pour parvenir à sa propre décision. Donc, le régulateur d'une juridiction doit prendre en compte et accepter les évaluations effectuées par un autre. Donc, la reliance, ça signifie tout ça et ça, en fait, réorganise les ressources d'activités ou plutôt redonne un sens différent aux activités avec valeur ajoutée qui ne peuvent pas être entreprises par d'autres autorités, c'est-à-dire la surveillance post-mise sur le marché, la supervision de la fabrication locale et la distribution. Donc, ces ressources peuvent être très, très, très importantes. Et les résultats ensuite des processus de réglementation cohérents, d'une prise de décision saine sur le plan réglementaire et l'efficacité et la transparence. Le plus grand avantage de la reliance, c'est l'efficacité. Parce que ça permet d'éviter en fait le gaspillage de ressources et puis la duplication. L'adoption de ces pratiques de confiance sont la marque d'un agenda ou d'une volonté de réforme réglementaire. En fait, les pays vont essayer d'identifier les éléments auxquels ils font confiance et sur lesquels ils basent leurs décisions lorsqu'ils doivent approuver ou rejeter. Donc, beaucoup de pays maintenant, en fait, essayent d'identifier cela pour pouvoir adapter leur réglementation ou leur législation. Ici, on voit maintenant donc, le Technical Report Series, les documents de rapport technique de l'OMS. Donc, le Technical Report Series 1033-9.3.1, ça définit en fait certains principes de la bonne reliance. Donc, je vous encourage à commencer à mettre ceci en œuvre. Mais à gauche, ça vous montre en fait par où on commence, c'est-à-dire c'est une progression qui passe de processus standardisés
d'un travail partagé. Et puis, on utilise donc cette notion de reliance, de confiance, pour avoir des processus accélérés. Et ce sont ça infuse dans les régions, sur le continent, par cercle concentrique. C'est un processus qui augmente le niveau de confiance. Would have reviewed it. Maybe the way they are conducting GMP inspection is the same way they would have conducted those inspections. So I really want to highlight that work Non, je sharing. voudrais vraiment dire que le partage du travail, un travail commun, ça permet vraiment de construire, enfin de développer cette confiance entre les autorités de régulation. Donc, des moyens accélérés qui se fondent sur la confiance, ça prend en considération ce qui a été fait. Et puis ensuite, on passe à un niveau de mécanismes régionaux de confiance, par exemple en Afrique de l'Est ou du côté du Sud ou dans les États du Golfe. Donc, ces systèmes qui sont mis en place de façon régionale, basés sur des mécanismes de reconnaissance mutuelle, ça fait vraiment un énorme travail par rapport à ces pays qui permettent d'avoir une prise de décision fondée sur la confiance. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de phases et puis il y a des questions de législation, mais il y a également des questions d'équivalence par rapport à ces processus. Et en fait, la question de l'équivalence entre les différents process est une question très importante dont l'OMS se saisit. Ici encore, on voit que les défis auxquels on doit faire face. En fait, ce qu'on voit souvent, c'est que la réglementation des médicaments dans un monde globalisé est quelque chose de difficile. Les réformes, en fait, le temps de la réforme, c'est peut-être aussi le temps de regarder en arrière ce qui a été fait. Il faut aussi se baser sur le partage d'informations. To operationalize these reliance practices, and reliance will, reliance relies. La reliance, la question de la confiance, c'est qu'il faut se fier aux données. Donc, il y a une importance très très forte des données. What the agency you're relying on was able to do to be able to. Et en fait, ça permet de savoir sur quoi s'est basée l'agence pour pouvoir avancer. To rely. And then at times there are differences in the product and manufacturing size of the. Il y a les différents défis auxquels on doit faire face. C'est le manque de réglementation et de guidelines, le fait que les plateformes de partage d'informations soient rudimentaires, que certains rapports sont censurés ou qu'il y a ce qu'on appelle redacting, des parties qui sont enlevées. Il y a également les différences dans les produits et les sites de production. Et voici toute la liste des défis auxquels on doit faire face par rapport à ces comparaisons. Donc, les systèmes... Dans des systèmes avec des approches de surveillance et des retours d'informations sur la sécurité. Donc, ils sont organisés dans le cadre de la pharmacovigilance ou des systèmes de surveillance post-marketing dans la plupart des pays. Et lorsqu'ils sont fonctionnels et durables, ça crée en fait une confiance, ça construit une confiance par rapport à ces systèmes sur la faisabilité d'une autorisation accélérée. Donc, en fait, il y a des garde-fous en place lorsque ces systèmes-là sont fonctionnels. Et ici,
ça essaye en fait de montrer quelque chose que la plupart des pays essayent de mettre en place, c'est-à-dire la surveillance, l'observation de la sécurité et l'observation de la qualité. Et en fait, ici, ce sont des processus qui doivent être utilisés et encore une fois, l'efficacité est quelque chose de très, très important. Souvent, on parle de l'intégration au moins d'un minimum. Passive reporting, there is a great deal of opportunity to. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans ces différentes étapes. Et il y a aussi l'investigation par rapport au coût. Right. So what this slide is trying to show you is. Donc, ce que cette slide montre, c'est que la qualité, la surveillance de la qualité et la surveillance de la sûreté ou la sécurité, c'est quelque chose de parallèle, c'est similaire. Safety and effectiveness trials, right? These are typical active surveillance activity. On va parler de sécurité pragmatique et d'essais d'efficacité. Et de l'autre côté, en termes de qualité, eh ben, on a la même chose. C'est-à-dire la surveillance de la qualité de fabrication et de qualité du produit. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire de façon très active et qui doivent aller au-delà de... Donc, on encourage les pays à voir ce parallèle entre la sécurité et la qualité pour pouvoir améliorer en fait leurs efforts post-marketing. Donc ici, on va un peu plus en détail. Donc, ce que je vous montre ici, c'est le travail qu'on fait dans le Promoting the Quality of Medicines, le PQM. Donc, on a en fait une surveillance post-marketing pour s'assurer de la qualité des produits. Et ceci fait référence à l'ensemble des activités complètes qu'on effectue, qui sont effectuées par les autorités médicales, et ça implique une planification régulière et systématique pour pouvoir comprendre comment utiliser en fait les analyses de données, les données. Donc, il faut faire un échantillonnage des produits, par exemple, et il faut aussi sécuriser la manière dont les produits sont testés et la manière dont on fait des dépistages et la manière dont on avance du screening, de dépistage. Donc, ce document rentre beaucoup plus en détail, mais je ne vais pas en parler plus maintenant. Encore une fois, de la même manière que pour la reliance, il faut en fait regarder à en face cette capacité de réglementation qui est assez faible. La surveillance active, donc ça demande beaucoup de ressources, mais pourtant il y a un manque de système de surveillance actif et durable qui est pérenne. Ainsi, ici, en fait, c'est une slide qui montre comment on peut fermer ce gap donc, entre les bonnes pratiques de reliance, et puis des systèmes robustes de surveillance post-autorisation. Donc ici, ce sont les deux éléments, les deux piliers prérequis pour pouvoir avoir des processus accélérés. Donc ici, on a des exemples de ce qui se passe. Donc le COVID-19 nous a en fait montré comment on peut faire un déploiement et puis un plan de vaccination avec des exigences réglementaires. Plan. So I pulled out the area dealing only with regulatory readiness, and you can see there. Vous pouvez voir ici que
de C1 à C2, C3, C4, C5. Il y a plusieurs niveaux. Par exemple, en C1, on confirme l'existence, la mise en place d'un processus réglementaire accéléré pour l'approbation de vaccins COVID-19. Et puis, au niveau C2, s'assurer que l'autorité de réglementation nationale ou autre autorité a clarifié les exigences réglementaires, les documents nécessaires pour les approbations pour avoir les approbations réglementaires de vaccins contre la COVID-19. Niveau 3, s'assurer que les procédures réglementaires sont en place pour importer un permis. Is another example on the safety surveillance side of things. And I called Donc ici, on a un autre exemple qui montre en fait la préparation et le système qui doit être mis en place pour s'assurer que les guidelines, les procédures, les outils pour la pharmacovigilance vis-à-vis des vaccins ont été répandus et distribués vers les sites de surveillance. En deuxième lieu, en fait, l'identification de ce qui doit être nécessaire sur le terrain. Et ici, ces deux slides, je sais que en fait, le temps passe très, très vite, mais je voulais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec le système du PQM, c'est-à-dire la qualité. We developed EUA readiness assessments for vaccines and diagnostics. So on the left Donc, l'évaluation de la préparation par rapport aux vaccins et aux diagnostics dans le cadre de ces autorisations d'urgence. Donc, vous avez un modèle qui est proposé pour mettre en place une capacité par rapport aux vaccins d'une autorisation d'urgence. Et à droite, donc le modèle proposé pour les autorisations d'urgence par rapport au diagnostic. Donc, on travaille avec différents partenaires qui revoient en fait les processus d'autorisation d'urgence dans chaque pays. Et la plupart de ces pays se trouvent donc dans des zones de développement. Enfin, ce sont des pays en voie de développement. Et on essaye. Similar study done with London School of Hygiene and Tropical Medicine, collaboration with London School of Hygiene and Tropical Medicine, and we zeroed in on in vitro diagnostics. So again, I encourage. Donc, on s'est focalisé sur les diagnostics in vitro. Donc, je pense que c'est mon dernier slide et que j'ai tiré d'un des documents que j'ai mentionné tout à l'heure. On essaie de se focaliser donc ici sur les composantes d'un plan de surveillance post-mise sur le marché qui peuvent être requis. Par exemple, ça c'est par rapport au Nigeria et la politique d'autorisation d'urgence au Nigeria. Donc, dans ce cas-là, il y a la notion de soumission de rapport sur des événements indésirables d'une manière rapide, au-delà du reporting de routine requis. Aussi, la soumission de résumés, de sommaires sur les rapports d'événements significatifs à des intervalles plus fréquents que ce qui est spécifié pour les routines. But it has to be followed by a post-marketing surveillance for both safety and quality. Donc, il faut une surveillance de la qualité et de la sécurité. Et je pense qu'ici, on arrive au dernier slide. Voilà, ici, c'est un... On a différents autres pays où en fait, on soutient les activités. Donc, on veut que dans les pays, en fait, il y ait des systèmes de contrôle qualité dans 17 pays par rapport aux produits pharmaceutiques, par rapport à la recherche biologique et par rapport aux dispositifs médicaux, 4 pays. Et pour ce qui est des développements de protocoles de surveillance
post-mise sur le marché et mise en œuvre. Et ça, on a travaillé dans 17 pays. On soutient donc 17 pays dans leur travail sur ce développement de protocole. Et par rapport au COVID-19, en fait, on apporte notre soutien à 4 pays par rapport à donc, le développement de documents, de guidance. Donc, voilà ma dernière slide. Et je vous remercie. Et je veux vraiment vous remercier. Mon message de clôture, c'est vraiment, on veut pouvoir apporter un accès précoce, mais pour pouvoir en fait construire ce système et s'assurer que ça fonctionne, eh bien, il faut mettre en place une forte culture de reliance. So Mila, I think I should turn it over to you. Mila, je te repasse la parole, ou plutôt à Mathieu. Mathéo. C'est une super présentation, merci beaucoup. Vraiment très pertinente par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc, j'ai quelques questions que je peux vous lire et vous pourrez y répondre. Donc, la première. Que pensez-vous de la reconnaissance de l'approbation dans les pays en voie de développement? Beaucoup de pays ne suivent pas les formats habituels, mais quelques pays, en fait, suivent les exigences. Donc, en termes de reconnaissance de l'homologation, est-ce qu'il y a des processus autres que ce que vous avez mentionné pour l'approbation accélérée? Oui, merci beaucoup, Mathieu. Et j'essaye aussi de voir si je peux voir quelque chose dans le chat. Ce que je comprends, c'est que cette question, c'est sur ce que je pense de la reconnaissance. Donc, merci beaucoup. Granted by FDA or EMA by low and middle income country. Given that donc, les autorisations dans les pays en voie de développement. Bon, oui, absolument. Encore une fois, je voudrais remercier les participants et d'avoir posé cette question. C'est quelque chose de tout à fait valable comme question. Donc, beaucoup de ces pays, en fait, adoptent ce qu'on appelle CTD. Il y a une grande vague d'adoption et en fait, il y a une exigence aujourd'hui que la plupart des pays adoptent ECTD. Donc, pour avoir une soumission en ligne des demandes d'approbation. Donc, maintenant, il y a une reconnaissance de mettre en œuvre ces formats. Has made a plan in the next few years to do that. But be that as it may, donc, quelle que soit la situation, donc c'est pas aussi robuste qu'avec la FDA ou l'EMA. Vous avez parlé de problèmes tels que la stabilité des États et je pense que le défi, en fait, c'est que often does not mimic what is submitted to FDA or EMA. En fait, ce qui est soumis, ce n'est pas forcément ce qui est soumis, par exemple, à la FDA ou à la EMA. Donc, vous savez qu'en fait, on est spécifique aux régions et donc, ça peut avoir un impact non intentionnel, non désiré par rapport au... Donc,
les problèmes principaux, en particulier par rapport au générique, c'est que the similarity between what was submitted to FDA and EMA. So essentially, donc, il y a des similitudes entre ce qui est soumis là et soumis à la FDA ou à la EMEA. Et en fait, on ne peut qu'encourager ces pays à améliorer leurs efforts pour adopter des formats qui seraient standardisés par rapport à ce qui est soumis à leurs autorités et ce qui est soumis à des autorités beaucoup plus matures. And even facilitate the review by low and middle income countries. I think there's an aspect of your question that Donc, says, je pense qu'il y a un aspect de la question qui est en fait des demandes spécifiques. En fait, il y a des choses qui ne se passent pas actuellement, mais encore une fois, donc il faut qu'on arrive à un niveau d'harmonisation, y compris par rapport à la stabilité des données. Climatic zones, donc, est-ce que ça a à voir avec les zones climatiques mais je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste pour avoir une harmonisation entre ce qui se fait. Donc, je n'ai pas pris en compte tous les aspects de votre question, mais Maria, peut-être que vous voulez commenter sur cette question? No comment from my side. We can move to the next. Non, pas de commentaire par rapport à moi, donc on peut passer à la question suivante. Il y a encore une autre question ou commentaire par la même personne. Donc, ne pas avoir de réglementation dans chaque pays. Donc, d'avoir en fait ces autorisations donc, comment rendre possible la surveillance post-autorisation? Donc, je pense qu'on peut s'assurer que ça, d'abord, se baser sur la confiance, donc la reliance, pour que ces pays, qu'il y a un espace dans lequel on parle de reliance et que les pays doivent pouvoir en fait avoir identifié la référence, vers qui se tourne-t-on, qui est l'autorité vers laquelle on se tourne. Aux États-Unis, on a la FDA, en Europe, la EMA, et il faut que les pays identifient en fait leur interlocuteur de référence en qui ils aient cette reliance. Donc, la reconnaissance, c'est une chose, mais la reliance, la confiance, c'est autre chose pour qu'on puisse faire confiance aux décisions qui sont prises par cette agence. Jurisdictional issues, it borders on, there's a lot of issues related to. Donc, il y a beaucoup de questions liées à la question de l'équivalence, c'est-à-dire que les questions autour de l'équivalence soient prises en charge. Donc, encore une fois, l'aspect de votre question, c'est un des défis de la mise en œuvre de la reliance ou d'un mécanisme de reliance, c'est l'accès aux rapports qui ne soient pas censurés, qui soient complets. Donc, je pense que les deux choses sont liées. Il faut vraiment construire, mettre en place un processus de reliance avec donc une surveillance, des revues conjointes avant qu'on arrive au niveau de la reconnaissance. Il faut avoir en fait ces étapes de partage de travail et puis de confiance et de reconnaissance. En fait, on ne peut pas passer d'un niveau comme ça et puis de faire un grand saut de rien vers une reliance. Chaque
chaque pays doit étudier la question et mettre en œuvre son système pour pouvoir. Medication mishap in that country. Et il y a certains pays dans lesquels il y a des mélanges, enfin des confusions de médicaments qui représentent des risques. These are the things we looked into. By the way, we are also aware that these other countries looked at the same things. So with that, we really want to encourage that it starts off first with making sure that there is a robust reliance system in the legislation. En fait, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait des systèmes de reliance mis en œuvre. Donc, la question suivante. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez mentionné qu'il y a des processus réglementaires et des pratiques de reliance. Est-ce que la reliance est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre de façon, l'établir de façon très explicite ou est-ce que c'est inclus dans les guidelines et de procédures standards? Merci beaucoup, c'est génial. Je le vois à l'écran. Merci beaucoup de l'avoir lu. C'est ma réponse, bien sûr, très brièvement, c'est oui, bien sûr. J'encourage fortement à ce que la reliance soit inclue dans la réglementation des médicaments parce que ça donne une inertie vraiment très forte aux reviewers, aux réviseurs. Et je voulais aussi dire que même à un niveau personnel, ça doit être… Vous vous souvenez là de l'article de Lawrence Liberty? Et en fait, qu'il y ait un SOP, Standard Operating Procedure, c'est-à-dire une procédure d'exploitation ou une procédure de fonctionnement standard. Et ils ont pu documenter, en fait, dans leur SOP. Et ça, je pense que ça doit être explicitement mis dans la réglementation. Une autre question? Une très bonne session, Jude. Et je voudrais en fait savoir quel est le rôle de la FIP. Ça, c'est pour nous aussi. Donc, si vous voulez répondre, une autre question. Donc, il y a eu beaucoup de publications très importantes qui ont montré donc sur vos slides. Est-ce que vous pouvez nous fournir une liste des publications les plus importantes pour qu'on puisse les utiliser, pour qu'on puisse les trouver et les utiliser? Comment est-ce que vous pouvez nous conseiller en fait les ressources à utiliser? Donc, c'est quelque chose ici qui, nous, en tant qu'organisateurs, on peut mettre ça sur notre site web et que vous pourrez ensuite y accéder. Donc, je vais voir. Donc, pas besoin que vous répondiez à cette question. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mathieu. On va travailler et collaborer pour mettre à disposition ces ressources. Encore une. Merci pour votre présentation. Donc, par rapport au COVID-19, est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Et je pense que en fait, avant que les questions arrivent dans ma chat box, il y a un petit délai. Donc, si vous pouvez répéter. Mais en fait, je pense que bon, c'est pas forcément pertinent. Merci pour votre. C'est sur une question de est-ce qu'on peut vacciner les enfants après des enfants âgés de 6 mois et plus? Non, je ne peux pas répondre à cette question. C'est hors périmètre par rapport à notre discussion d'aujourd'hui. Donc, quels sont les docs minimums que nous, en tant que LMSI, donc,
pour pouvoir en fait avoir une autorisation de mise sur le marché fondée sur la reliance. Encore une fois, désolé. Non, mais je vois maintenant la question. Donc, quels sont les documents minimum en tant qu'LMIC? Je dirais qu'à minima, il faudrait pouvoir avoir les demandes d'évaluation publique et FDA reçoit ça. Il y a différents noms, USFDA ou donc les différentes autorités donnent différents noms à ces documents, mais il faut en fait avoir ces détails des revues et puis les rapports, les comptes rendus des reviewers. The EMA has got PARs as well. Donc, la EMEA a aussi des documents. La plupart de ces agences de réglementation se reposent sur des documents. Bien sûr, dans ces rapports, il y a beaucoup de censure. Donc, lorsqu'il y a en fait reliance dans le processus, un accord, vous pouvez en particulier par rapport à l'approbation ou comment dire au parrainage, au sponsor, vous pouvez y accéder. Mais donc il y a des documents qui peuvent aider à assurer que les documents, enfin que les décisions réglementaires soient fondées sur la notion de reliance. Je pense que c'est la dernière question. Merci beaucoup à Jude pour son soutien sur cette présentation. C'est vraiment très important, en particulier par rapport aux pays pauvres. Et donc, ces diapositives seront disponibles pour tous ceux qui seraient intéressés. Et comme je l'ai dit au début de la présentation, et en fait, cet enregistrement est disponible sur notre site web. Ça sera disponible pendant une année. Et pour ceux d'entre vous qui auraient envie de regarder, vous n'avez pas besoin d'être membre. Bien sûr, on serait très heureux de vous recevoir et vous accueillir en tant que membre. Donc, cet enregistrement est disponible en français, en mandarin et en espagnol. Et nous vous remercions. Merci à mes co-modérateurs. Merci à Mila pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous et au revoir.